Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets, émission quotidienne qui a lieu à 10 heures du matin. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 janvier et les indices affichent des performances de moins 2, moins 3%, moins 7% en Chine. C'est littéralement la panique sur les marchés chinois. La banque centrale chinoise est intervenue sur le yuan. Le pétrole chute fortement, les indices lâchent littéralement, nous rentrons potentiellement dans un marché de panique et de peur, avec des risques baissiers accrus. Nous avons des investisseurs internationaux comme George Soros qui parlent de la crise de 2016 comme la crise de 2008. Et en tous les cas, les nuages s'amoncellent, raison pour laquelle il faut être très prudent sur ces marchés. Comme tous les jours, un petit avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Alors aujourd'hui, donc on va parler de la panique en Chine. Comme d'habitude, on va parler des news, des derniers décalages, du calendrier économique, puis on passera en revue des actifs sur la plateforme de CMC Market. Tout au long de cette présentation, vous avez des rubriques questions-réponses ou chat dans lesquelles vous pouvez poser vos questions. N'hésitez donc pas, j'y répondrai au fur et à mesure. Alors, quelles sont les mauvaises nouvelles du jour, puisque malheureusement je n'en ai pas de bonnes. La Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance de 3,2% à 2,9%. Si vous avez suivi les révisions de prévisions de croissance de la Banque mondiale, vous vous rendez compte en fait que les prévisions de croissance pour 2016 sont revues à la baisse depuis un an. Depuis un an, les anticipations de la Banque mondiale, du FMI, de l'Union européenne sont revues constamment en baisse tous les 6 mois. Voilà, donc le fait que la Banque mondiale revoie ses prévisions de croissance, ça veut dire qu'elle est moins confiante dans le fait que des économies comme la Chine et l'Inde vont tirer la croissance, et moins confiance dans le fait que des économies très importantes comme l'Europe ou les États-Unis arrivent à performer. Et donc continuent plutôt d'avoir des croissances atones. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit en Chine? Et c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir avec vous. On a des marchés qui sont très sensibles, et notamment des marchés qui sont sensibles au marché asiatique, au marché chinois. Ça veut dire que prendre des positions en overnight, garder des positions le soir à 17 heures en clôture, en croisant les doigts pour que ça se passe bien pendant la nuit, c'est un peu devenu dangereux. Donc à moins d'être à la vente, d'être baissier et d'être en gain et de pouvoir laisser courir des positions, c'est vrai que se placer à l'achat en cours de clôture européenne et espérer qu'en Asie ça se passe bien, ça devient relativement compliqué. En effet, la bourse chinoise a chuté de 7% en moins de 30 minutes. Certains parlent de 14 minutes, d'autres de 16. Euh, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bourse chinoise, il y a énormément d'acteurs particuliers dessus. La bourse chinoise, l'année dernière, elle s'était envolée à plus de 150% de performance annuelle. Elle a clôturé l'année autour de plus 15%. Et elle a clôturé l'année en gain de 15% alors que la croissance chinoise ralentit, alors que la croissance chinoise passe sous les 7%, alors que certaines statistiques dans le milieu manufacturier baissent depuis 10 mois, voire 12 mois consécutifs. On ne dit pas que la Chine va très mal, mais on dit que la Chine tourne au ralenti bien moins vite que ce que pensaient les opérateurs, les analystes, les économistes, et c'est en train de se prouver au quotidien par la publication de chiffres que les Chinois malheureusement ne peuvent pas manipuler non plus éperdument, et donc ils sont obligés de faire face à une baisse de tout, des importations, des exportations, de la consommation intérieure, des manufactures.
Ça baisse dans tout, voilà. Et donc si la Chine, qui était le moteur de croissance mondiale, ralentit bien plus vite que prévu, il est normal que la Banque mondiale abaisse ses prévisions, il est normal que le pétrole et les matières premières baissent en général, et il est normal qu'il y ait de la peur sur les marchés boursiers. D'ailleurs, à ce sujet, le pétrole et l'indice des matières premières se situent à des plus bas depuis 10 ans, voire 15 ans, 16 ans. Euh, L'indice des matières premières, c'est le Bloomberg Commodity Index, pour ceux qui voudraient regarder. Et dernière news, l'indice mondial du fret maritime se situe sur ses plus bas historiques. Alors l'indice mondial du fret maritime, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le Baltic Dry Index. Baltic, comme avec un C à la fin, Dry, D-R-Y, Index. Le Baltic Dry Index, en fait, c'est le calcul du coût de transport d'un panier de matières premières à travers le monde. Si vous avez beaucoup de croissance mondiale et que vous avez donc beaucoup d'achats de matières premières de par le monde, ce qui montre un certain dynamisme, eh bien, vous avez des bateaux, et il n'y en a pas des milliers, des supertankers à travers le monde. Or, plus vous avez une demande qui augmente au niveau des supertankers, plus le coût de transport de votre panier de matières premières augmente, puisque tous les supertankers augmentent leur prix au fur et à mesure, puisque la demande augmente. Là, c'est l'inverse qui se passe. Il y a des super-tankers qui sont un peu partout en mer dans le monde avec des barils de pétrole dessus. Et donc, le coût de transport des matières premières, là, a chuté puisque il n'y a plus personne qui veut transporter des produits. Et donc, le coût est très faible. Donc, si vous voulez, tout ça, ça montre qu'il y a un ralentissement économique global. Voilà. Au niveau des entreprises, donc, on a des publications ce jour. Transgène dévoile un plan de développement stratégique. Alors, Transgène, c'est une biotechnologie. Au sujet des biotechnologies, je vous rappelle que je ferai un webinaire sur ce sujet jeudi prochain, jeudi 14, avec un spécialiste des biotech en France, Sacha Pouget. Donc Transgène, elle a pris 50% en 2 jours. Elle a dévoilé un plan de développement stratégique. C'était une société qui était délaissée. C'était la lanterne rouge des biotech l'année dernière, avec une chute de 65% de son cours dans l'année. Et donc là, elle reprend du poil de la bête. Quant à Amundi, Bouygues, Publicis, Valeo, Iliad, c'est une liste non exhaustive. Eh bien, ce jour, ces sociétés ont été revues à la hausse ou à la baisse par des cabinets d'analyse, que ce soit Clépelaire, Chevreux, que ce soit d'autres sociétés. Concernant les statistiques passées, donc l'ISM-US hier est sorti inférieur aux attentes. L'ADP, les chiffres de l'emploi, c'est ressorti bien meilleur que prévu à 257 000 contre 190 000 attendus. Donc ça veut dire que potentiellement on va avoir des chiffres américains de l'emploi vendredi qui vont être potentiellement très bons. Si c'était le cas, ça redonnerait peut-être un petit peu de poil de la bête aux investisseurs, de le sourire, et peut-être que ça pourrait donner un petit peu d'appétit pour le risque. Mais on se rend bien compte qu'en fait, ce n'est pas les news concernant l'Europe ni concernant les États-Unis qui impactent les marchés, mais les nouvelles qui impactent, ce sont bien les nouvelles venues d'Asie. Et quand je dis l'Asie, c'est la Chine, d'une part, avec la chute de sa monnaie et de son indice, mais c'est aussi le Japon, avec la chute de son indice et non pas la chute de sa monnaie, au contraire, le yen est une monnaie refuge, et donc le yen aura tendance à monter et à être recherché par les investisseurs comme monnaie refuge quand ça se passe mal sur les marchés. Enfin, hier, vous avez eu la publication des stocks de pétrole. Alors, il faut faire attention parce que les stocks de pétrole de crude sont ressortis en baisse hier, mais, les stocks de gasoline et de produits distillés sont ressortis extrêmement hauts. C'est cette raison qui a fait littéralement chuter le pétrole hier en intraday à la publication du chiffre. On a même eu un gap baissier démontrant cette accélération baissière, et c'est ça qui a emmené donc le pétrole sur des nouveaux plus bas de 15 ans.
Alors ce jour, on attend les demandes d'allocation chômage US à 14h30 et à 16h30, il y aura les stocks de gaz naturel. D'ailleurs, en voyant donc qu'il y a les stocks de gaz, ça me fait penser au fait, si vous voulez, que les marchés sont très complexes en ce moment, que le marché action, toutes les actions baissent puisque les indices sont en forte baisse, donc il y a très peu de stock picking à faire sur les actions, d'aller chercher des titres qui décalent à la hausse, à part par exemple Transgène hier. C'est un type de marché dans lequel il faut être très prudent. Alors vous pouvez choisir soit de ne pas trader, soit de trader avec un faible levier. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est des marchés dangereux en ce moment. Dans ces types de marchés dangereux, il y a des personnes qui vont ne pas trader, ou bien il y a des personnes qui vont peu trader, ou bien il y a des personnes qui vont aller sur les matières premières, qui vont aller un petit peu faire d'indices de la volatilité. Il y en a qui vont aller trader les stocks de gaz, il y en a qui vont faire des choses sur le forex, les devises. Mais parfois, si on n'est pas à l'aise ou si on est débutant, qu'on se fait des frayeurs, eh bien, il faut savoir lever le pied car on est vraiment dans une condition de marché actuellement qui est historique. D'ailleurs, voyez l'historicité de ce gruyère, c'est le DAX. Le DAX a ouvert avec un gap baissier de rupture en début d'année et ce matin nous a réalisé un gap de continuation. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tant que le DAX sera sous le support des 10 120 qu'il avait réussi à tenir hier de justesse, eh bien, il sera extrêmement baissier. Et même s'il arrivait à reprendre le seuil des 10 120, il faudrait reprendre les plus hauts annuels, l'ouverture annuelle, les 10 520, pour montrer vraiment que les acheteurs sont de nouveau sur les indices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire qu'il va falloir un effort considérable et des bonnes nouvelles pour remonter et pour empêcher la chute. Ça veut aussi dire qu'étant donné qu'il va être très difficile d'empêcher la chute, que tant qu'on sera sous les seuils cités, on peut continuer de baisser et de se faire peur. D'ailleurs, je voudrais juste prendre un graphique avec vous à très long terme et de vous montrer que, en fait, ce qui peut paraître être la fin du monde ne l'est absolument pas. Je veux vous dire par là que le DAX est un indice ultra haussier en long terme et que si vous voulez, le DAX, il deviendrait même pas baissier, il deviendrait tout juste neutre à long terme, j'ai bien dit à long terme, très long terme, il deviendrait tout juste neutre s'il descendait à 8000 points. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des cycles dans les marchés boursiers. Ce qu'il faut savoir et prendre en compte aujourd'hui, c'est qu'il y a les banques centrales qui sont en soutien et c'est cette raison-là qui fait qu'on est sur des plus hauts historiques. Si vraiment la situation devait déraper et qu'on devait rentrer dans un marché baissier fort, imaginons le DAX perdre 20%. Le DAX perdrait 20%, reviendrait vers les 8000 points, soit ses anciens plus hauts de 2000 et 2007. Sauf que si vous regardiez ce graphique et que vous ne sachiez pas que c'était le DAX, eh bien vous vous serez dit, c'est un mouvement haussier, il y a un mouvement haussier là, il y a une consolidation, il y a un mouvement haussier, il y a une conso, on revient vers support, puis après potentiellement ça repart. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'après les 8 ans de hausse historique en ligne droite qu'on vient de faire, si on perd 20% et qu'on revient sur des supports de très long terme, ça n'est que légitime et ça ne rend pas les marchés baissiers à long terme pour autant. Vous voyez ? Et c'est la même chose sur des indicateurs comme le Dow Jones. Ah oui, US 30. Donc je me souviens que c'est ce que je vous avais raconté lors de la première émission de l'année. La première émission de cette année, la matinale, je vous ai dit voilà, on a un gap baissier annuel. C'est extrêmement rare que la première séance soit un gap baissier annuel et quand c'est une séance en baisse de 2%, de plus de 2%, eh bien, ça ressemble beaucoup à 2001 et 2008. Et 2001 et 2008, c'était des années de bear market, de marché baissier. Voilà. Ensuite, les indices se sont stabilisés, ont testé les supports pendant 2-3 jours et on s'est dit si ça tient, ça peut remonter. Ça n'a pas tenu, ça casse. Donc maintenant, je continue de vous dévoiler le plan baissier potentiel. Vous voyez ici le Dow Jones.
Le Dow Jones avait une tendance haussière très forte en mensuel, l'a cassé l'été dernier, a fait un pullback. Là, on a la MM20 en fait qui devient neutre et qui s'arrondit. Et en fait, les cours pourraient très bien venir tester les supports, voir si on trébuche, aller tester les anciennes résistances de 2007-2008. Le Dow Jones passerait de 16 500 à 14 000, ça fait 2500 points de baisse, ça fait même pas 20%. Ça fait 17% de chute. C'est pas énorme si vous voulez. Le Dow Jones, il vient de passer de, on va dire, 6 000 à 18 000. Il a triplé en 8 ans. Là, on parle du fait de perdre 20-30%, de revenir sur des zones de prix et peut-être ensuite de repartir. Alors bien évidemment, ça c'est des possibilités, mais vous voyez, je voulais vous montrer qu'en prenant du recul sur les indices, on pourrait évoquer des baisses de 20 à 30% du DAX, du Dow Jones ou du CAC, sans pour autant qu'à très long terme, ça rende ces indices baissiers. Ça les rendrait tout juste neutres à très long terme. Un indice comme le CAC, qui est calculé différemment et dont les dividendes ne sont pas réinvestis, lui passerait baissier sur le long terme s'il devait perdre 20%. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on n'a encore rien baissé. Le Dow Jones, ça c'est la bougie hebdomadaire, donc c'est la première bougie de l'année. C'est fortement baissier. Il y a un gap baissier d'ouverture annuelle. Euh, il n'y a pas l'air d'avoir de support avant les 16 000 points, donc dans 4-5%. Quand on est arrivé sur cette zone-là cet été, la Chine avait perdu 40% de son indice et on avait enfin réussi à stabiliser et les banques centrales avaient fait du quantitative easing. C'est le prochain point auquel je veux arriver, c'est le fait que les banques centrales ne vont pas laisser forcément cela se faire. Je veux dire par là que si le DAX devait rejoindre les 9300 points les plus bas de cet été et passer dessous, alors Mario Draghi pourrait sortir du bois et nous lancer un nouveau quantitative easing. Sur le Nikkei, vous voyez le Nikkei, il est bien monté comme ça jusqu'à août de l'année dernière. On a chuté l'été, on est remonté faire un pullback à 20 000 points, et là la chute reprend. Si le Nikkei accélère sous 17 000 et je dirais même 16 500 points, alors il y a de très grandes chances que Kuruda sorte un nouveau quantitative easing au Japon. En fait, là où certains auraient pu croire qu'en 2016, la BOJ et la BCE allaient augmenter leur QE et que ça allait pouvoir nous permettre de faire des nouveaux plus hauts annuels ou historiques, eh bien en fait ce sera peut-être différent. Peut-être qu'en fait on va baisser de 10, 15 ou 20% et qu'ensuite les banquiers centraux vont nous permettre de remonter vers moins 5 ou moins 10, voire même peut-être 0. Vous voyez? Donc en fait ça pourrait être soit une année de chute et les marchés lâchent littéralement, soit une année de range. On revient vers des supports de moyen long terme, les banquiers centraux remettent la main à la poche, puis on fait remonter un petit peu les indices boursiers. Voilà. Alors je regarde vos questions au fur et à mesure. Paul dit, on est revenu en août, c'est la panique, mais quand tout le monde dit que c'est la fin du monde, ça remonte. Dans 28 points sur le CAC, Draghi augmente son QE. Alors, on a la même idée, Paul, si ce n'est que pour moi, Draghi ne sortira pas le CAC sous les 4250 points, ni sous les 4003. Il pourrait attendre 4100, voire 4000. Hier, j'étais en train de faire mes graphiques de moyen long terme. Le 440, vous pouvez tracer... Alors... Vous pouvez... Concrètement, aujourd'hui, vous voyez, c'est une émission où je vous parle de beaucoup de possibilités de moyen long terme. On prend un peu de recul sur la situation. Pour moi, c'est pas forcément le type de marché dans lequel il est évident d'intervenir, voire même c'est dangereux. Donc j'ai plutôt tendance à être dans la réflexion, dans la prospective et voir ce qui pourrait se passer. Concrètement, donc sur le 440, j'ai une ligne de tendance haussière qui passe vers 4150 points. Vous pouvez voir que en 2013-2014, la zone des 3009-4100 a été énormément travaillée. Donc je pense que si le CAC devait revenir très rapidement dans cette zone entre 4000 et 4150, alors là, on pourrait avoir
un rebond des investisseurs, un rebond des marchés, une présence des investisseurs à l'achat et potentiellement les banquiers centraux qui viendraient aider, et notamment Mario Draghi qui augmenterait le quantitative easing. En fait, on est dans des marchés actions qui ne montaient plus que grâce au quantitative easing et non pas grâce aux chiffres économiques. Et maintenant qu'on est en train de se rendre compte que les chiffres économiques se détériorent, eh bien les marchés veulent plus de quantitative easing. Et quel est leur meilleur moyen de demander plus de quantitative easing à un banquier central? Eh bien vous faites chuter son indice de référence de 20 à 30% et là il se réveille. Voilà, eh bien c'est ce qu'il pourrait se passer. Christophe, d'accord, on en a parlé. Patrick me dit les indices abordent des zones baissières. Effectivement, Patrick, on en parlait l'autre jour. Le DAX, je vous ai fait un papier sur le site qui s'appelle Les seuils de risque et de peur. Et donc j'expliquais dans ce papier qu'on était ces derniers temps en zone de neutralité et qu'on pouvait réagir, mais que si on cassait, on allait rentrer dans des zones de risque baissier et que si l'USD Yen cassait les 118,50, c'est qu'il y avait une hausse de l'aversion au risque et donc un dérapage possible sur les marchés. Donc c'est ce qui se passe, on est passé de la zone de neutralité ici à la zone de risque baissier. Et puis la zone de risque baissier, c'est la zone dans laquelle on était cet été, donc on peut aller tester le bas de la zone, hein. On peut encore perdre 4-5% pour aller chercher le support de moyen terme. Si on casse ce support de moyen terme là, on rentre dans un bear market potentiel et alors ce serait les 8200 points que je vous ai montré comme étant le support très long terme du DAX. Voilà. Alors certains pourraient me dire, oui mais alors j'ai envie de tenter un achat ici parce qu'il y a un Fibo, oui mais j'ai envie de tenter un achat là parce que c'est les plus bas, oui mais j'ai envie de tenter... Alors il y a deux solutions, il y a les casse-cous qui tentent des achats sur les supports clés, qui rapidement mettent des stops à zéro. Par exemple, avant-hier ou hier, à proximité de la zone des 10 120 points, il y en a qui ont acheté, qui ont pris 100 points, ils sont sortis. Ici, hier, il y en a qui ont racheté, qui ont pris 50 points, ils sont ressortis. Ils ont racheté, ils ont repris 100 points, ils sont sortis. Vous voyez, on l'avait indiqué ce support et avant-hier comme hier, il a bien fonctionné à plusieurs reprises en intraday. Par contre, garder des positions swing alors que c'est l'Asie qui fait peur, ça c'est dangereux. On le voit bien encore ce matin. Donc si vous voulez, il y a ceux qui vont être à la quête du point bas, il y a ceux qui vont tenter des achats un peu partout, et puis il y a ceux qui vont vraiment attendre qu'un jour il se passe quelque chose de tangible. Quand je dis quelque chose de tangible, eh bien c'est par exemple une bougie comme ici, avec une longue mèche basse qu'on a eu le 24 août, ou bien c'est une formation en chandelier japonais positif, comme on a eu ici à la fin septembre. Bref, pour l'instant, on est dans de la baisse, on vient de rentrer dans une zone de risque baissier. Pour le moment, tant qu'on est sous 10 120, la tendance est baissière et les rebonds seront potentiellement vendus. La Chine fait peur et donc on est dans des marchés actuellement qui sont averses au risque. Qui dit marché averse au risque dit que les actions ne sont pas privilégiées, que le yen monte et que les matières premières, à cause des craintes sur la Chine, sont également ballottées. Paul me dit Saint-Gobain à moins 5,4, Berenguer abaisse sa reco. Effectivement, il y a Berenguer et plusieurs autres cabinets qui aujourd'hui ont revu pas mal de notations. Paul dit la Chine, mais il va aussi y avoir le problème du shale oil, des bulles US. Alors le shale oil, j'en ai parlé ce matin à une journaliste du Figaro qui m'appelait pour savoir donc qu'est-ce qui se passait sur les marchés pétroliers. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que il y a 2-3 ans, les États-Unis ont dit on va devenir indépendant énergétiquement, donc on va extraire du gaz du schiste et pétrole de schiste du sol américain, quitte à polluer les sols à outrance, et comme ça on importera moins de pétrole et on va devenir indépendant énergétique. Le problème, c'est que toutes ces sociétés américaines qui se sont développées, elles l'ont fait quand le pétrole était à 100, elles ont donc pris des prêts partant du principe que le pétrole allait rester à 100, et elles avaient des prix de revient de vente du baril à 65 $. Donc tant que les cours du pétrole étaient au-dessus de 65 $, ces sociétés gagnaient de l'argent. Maintenant qu'on est dessous, elles perdent de l'argent. Or, il y a 6 mois, quand le pétrole a touché 40 $, elles ont renégocié leurs prêts, et puis le pétrole commençait à rebondir de 40 à 60, et tout le monde s'est dit, hurrah, la Chine ça tient, le pétrole ça remonte, on est bon. Eh ben, manque de bol, c'est tout le contraire. En fait, c'était un point bas de moyen terme, avant un rebond technique et une rechute. Les cours du pétrole sont maintenant à 33 $.
Pourquoi est-ce que les cours du pétrole continuent de baisser? Eh bien, parce que la Chine ralentit, parce qu'il y a des barils de pétrole partout sur des supertankers à travers le monde, que les stocks sont ultra élevés, parce que la croissance mondiale baisse. Le Baltic Dry Index, donc l'indice de fret maritime, est au plus bas depuis 10 ans. Il n'y a pas d'appétit pour le risque sur les marchés et donc ça peut continuer. Ça peut continuer parce que la situation peut s'empirer. Une récession américaine entraînerait très certainement le pétrole plus bas et la croissance mondiale plus bas. Et puis vous avez aussi tous les hedge funds qui sont encore à l'achat et qui vont couper leur position. Les hedge funds qui sont parfois obligés de couper leur position parce que ils ont des effets de levier et puis les positions leur font des trop grosses pertes et ils peuvent pas les tenir, donc ils se forcent à vendre leur position sur le pétrole. On va regarder le pétrole ensemble. Alors Paul me dit, on n'a pas encore vu tous les dangers. Je pense qu'on a désormais vu et connu, et on connaît tous les dangers. Il y a des dangers avec la Corée du Nord, il y a des dangers avec le Pakistan, il y a du danger entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, il y a du danger avec la Chine qui ralentit, il y a du danger s'il y a une récession américaine, et il y a un danger très fort si l'économie américaine du shale oil tombe. Et si on a des faillites en pagaille dans les sociétés du shale oil aux États-Unis. Parce que si on a des faillites en pagaille dans le shale oil aux États-Unis, ça veut dire que les sociétés de shale oil, donc de gaz de schiste, qui avaient fait des prêts, elles vont pas pouvoir les rembourser. Ça veut dire qu'il y a des banques qui vont se retrouver dans des situations problématiques. Est-ce que vous vous souvenez des subprimes? Les subprimes, c'était des banques qui étaient à la limite de la faillite parce que les particuliers ne pouvaient pas rembourser. Eh bien là, imaginez la même chose avec des sociétés pétrolières qui ne peuvent pas rembourser leurs prêts et des banques qui se retrouvent avec des énormes pertes à inscrire à leur bilan. Voilà. Et si c'était le cas, eh bien ça pourrait être le déclencheur d'une crise boursière. Souvenez-vous de Lehman Brothers, souvenez-vous de Kirviel, souvenez-vous des différents comme ça scandales où c'était des sociétés ou bien des traders qui avaient des trop grosses positions et qui ont fait dérailler un peu les marchés. Et bien c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Même si le pétrole est bas, il y a encore énormément de monde qui détient du pétrole et qui pourrait avoir à le vendre. Et c'est pour ça que le pétrole reste sous pression. C'est pour ça que vous voyez que l'ensemble des matières premières sont dans le rouge aujourd'hui, sauf l'or et le gaz naturel. Alors d'ailleurs, au sujet de l'or, donc vous avez vu qu'étant donné que l'aversion au risque a gagné, la sortie de triangle est validée par le haut. Et donc l'or, pour le moment, ressort comme un actif positif sur l'année. Donc vous avez des indices qui baissent, vous avez l'or qui monte. L'or être attractif de par son aspect pseudo-refuge, comme je vous avais déjà expliqué. Donc l'or est dans un canal baissier et même si l'or doit rester baissier, eh bien on pourrait passer du bas de canal au haut de canal et passer du bas de canal au haut de canal, ça fait à peu près 10% de performance. Alors Daniel me dit, peut-on simplement suivre la tendance et prendre des positions à la baisse sur les indices? Alors bien évidemment vous pouvez. Ce qu'il y a Daniel, c'est que à moins d'avoir vendu le premier ou le deuxième jour de l'année, ce qui était quand même relativement agressif, puisque on se donnait quand même le temps de voir comment les choses allaient évoluer, eh bien ça tenait. Il n'y avait pas de raison, si vous voulez, lors des dernières séances, forcément, notamment aux États-Unis, de vendre à tout va. Le SP500, la première séance de l'année, il est venu tester les 2000 points, il est remonté. La séance d'après, il a clôturé sur le niveau et il tenait. Et le surlendemain, la journée d'hier, on est allé chercher le bas de canal, puis on a réagi et on a clôturé pas loin des 2000 points. Donc encore hier soir en clôture, au niveau des indices américains, on aurait pu tout simplement être dans une consolidation à la limite de l'horizontale, dans un canal avec une petite pente baissière, et puis regagner le support et repartir à la hausse, et puis rester dans une sorte de marché neutre, comme on l'a été depuis un an. Donc en fait, le signal baissier, le vrai, a été donné ce matin. La Chine a trébuché, le SP500 casserait son canal baissier en clôture à confirmer ce soir. Et en Europe, là où je vous disais hier, pour l'instant on est neutre, on est dans des zones de neutralité, il faut attendre qu'on en sorte, eh bien on en est ressorti aujourd'hui. Le CAC a cassé ce matin
Et le DAX a cassé lui aussi ce matin après avoir tenu son support de justesse hier. Donc ça, c'était un beau piège. Et si vous étiez acheteur hier soir du support et que vous êtes fait avoir là-dessus, on peut, enfin, c'était un petit peu agressif comme scénario, mais on peut pas non plus s'en vouloir. Ce sont des pièges du marché, le marché est puissamment baissier. Alors après, Daniel, vous allez me dire d'accord, mais si un signal baissier a été donné aujourd'hui, est-ce qu'on peut vendre au cours actuel? Bah là, je vous répondrai qu'étant donné que le DAX et le CAC viennent de perdre 7% depuis le 1er janvier en 4 séances, que c'est pas forcément le meilleur moment pour vendre. Et bon, si on rentre dans un marché de panique, ça peut continuer à chuter tout droit. Donc ça, c'est un peu une décision à prendre en fonction de votre style. Il y en a qui vendront les yeux fermés avec des stops de 5%. Il y en a qui vont attendre qu'on revienne tester le cours d'ouverture du jour pour ce faire. Il y en a qui vont se dire je vais attendre un pullback vers la résistance, vers les 10 100 points pour vendre sur rebond et puis jouer une hypothétique reprise de la baisse. Donc voilà, ce que vous savez, c'est que sous 10 120 points, c'est fortement baissier. Et que seulement si on reprenait ce seuil, il y aurait des espoirs acheteurs. Donc ça veut limite dire qu'il est interdit d'acheter. Et quant aux ventes, eh bien, il faudrait les faire sur rebond technique, pour ceux qui souhaitent le faire sur rebond technique pour avoir un meilleur prix de revient. C'est pas des marchés évidents, mais d'un autre côté, imaginons que vous soyez un investisseur action et que vous fassiez un peu de forex, un peu d'indice et que votre but soit de réussir à faire 10% à l'année et aussi de surperformer le 440. Bah pour l'instant, vous êtes content. Le CAC 40, il a baissé de 7%. Vous n'avez pas forcément fait grand-chose. Et puis, si le CAC 40 baisse de 10, 12 ou 15 ou 20%, vous n'aurez pas fait grand-chose. Vous aurez des liquidités, vous serez content. Et puis, vous pourrez rentrer sur des zones de prix potentiellement très attractives. Donc, il y a ceux qui vont attendre gentiment que ça se tasse et que ça baisse pour acheter plus bas. Et puis, il y a ceux qui vont essayer de vendre sur cassure baissière ou sur rebond technique pour tenter d'extraire un peu de gain de cette chute. Voilà. Donc voilà, les indices, je pense qu'on a fait le tour, qu'on a été clair. Je vous avais rédigé en plus pas mal de papiers, hein. Je vous ai fait les seuils de risque et de peur il y a quelques jours. Hier, je faisais un début d'année dantesque. Dans l'analyse d'hier, j'expliquais que si la volatilité dépassait ses plus hauts de décembre, il pourrait y avoir du grabuge sur les marchés. Donc c'est ce qui s'est passé. On a la volatilité qui vient de casser ses plus hauts de décembre et si on continue d'accélérer comme ça, eh bien ça va devenir de plus en plus épique et ça va de plus en plus ressembler à un bear market potentiel sur les indices boursiers avec les risques de revenir sur les supports très long terme dont je vous ai parlé en ce début d'émission. Voilà. Sur ce, j'ai fait le tour des news, des indices, des risques de capitulation, de bear market, etc. Encore une fois, je ne peux que vous inviter à la plus grande prudence. Je vous souhaite à tous une bonne séance de trading, un bon appétit, et puis je vous retrouve à 10h demain pour la matinale et à 14h15 demain pour une émission en live pour les NFP. Bonne journée à tous et à demain.